Sur le logement et la Smart City, comment est-ce que toi tu définis le logement aujourd'hui dans cette logique de Smart City par rapport à l'usager, en fait, le logement il représente quoi? Alors en fait, il faut repartir un peu en arrière. Mhm. Smart City, c'est un terme qui existe depuis, on va dire, 4-5 ans. Avant, on parlait d'écoquartier et smart grid. Et là, en fait, on a une espèce de poussée en fait, de cette donnée de Smart City. Smart City égale ville intelligente. Alors, ça veut dire, si tu vas très schématiquement, ça veut dire la donnée, la data, quoi. Et donc, Ouais. c'est logement, si on transpose au logement, c'est logement connecté. Ok. Bon, ok, ça c'est extrêmement réducteur. Là, on est sur la partie domotique Ouais, qui est hyper petite échelle par rapport à tout ce qui peut se faire sur la Smart City, en fait. exactement. En fait, il faut repartir de l'origine. En fait, l'urbain, le logement, l'immobilier, Mhm. de manière générale, ça fait 50, 70, 50 ans qu'on travaille en silo. C'est-à-dire qu'on fait un bâtiment, on fait des transports, on fait du commerce, on fait du tertiaire, on fait tout ce que tu veux, les équipements Mhm. publics, mais on ne se parle pas en fait. Mhm. Chaque métier est assez spécifique, même si on englobe ça dans le marché immobilier. Et en fait, depuis quelques années, il y a des tendances sociologiques en fait, qui rattrapent en fait tout ça et qui font que finalement en fait, on se rend compte que cette activité résidentielle, on va plus parler d'habitat, Mhm. elle est complètement poreuse. C'est-à-dire que on, euh, le logement, l'habitat, notre socle de vie devient plus une finalité en soi, ça devient un support de vie en fait, Ouais. avec tout ce que ça comporte. Et tout ce qu'il y a autour et tout ce qui va avec, en fait, tous les usages qu'on peut faire autour de son logement et tout Et donc ce qui se peut faire à ce niveau-là, quoi. nous on se bat en fait, Ouais. c'est un combat de tous les jours parce que nous on a deux activités, on fait du conseil et à la fois de la promotion pour accompagner en fait ces mutations, pour faire comprendre à la fois aux opérateurs immobiliers et aux collectivités que ce qui est important en fait c'est de comprendre comment les gens vivent. Mhm. Et pour ça il faut leur demander en fait. Ça paraît bête, mais Mais en moins c'est quand même une démarche qui a jamais... ouais, c'est ça, c'est une démarche qui est jamais faite aujourd'hui parce que comment aujourd'hui une ville va repenser un quartier? Elle va se baser sur quoi en fait? Là, je vois par exemple à Bordeaux, on a une concertation qui est en train de se lancer sur la refonte des boulevards. Ouais, Je pense que tu en as entendu bien parler. sûr. Euh, pour le coup, moi, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça avec autant de communication et autant d'impact auprès des citoyens donc, qui habitent à Bordeaux. Mais est-ce que ça s'est fait avant ou pas, tout simplement? Alors, ça s'est fait avant. La concertation, c'est vraiment parce que une de mes salariés vient de finir un doctorat là-dessus. Cool. J'étais à sa soutenance à D'accord. l'école des ponts la semaine dernière. Donc la concertation, ça fait 50 ans qu'il en existe. Mhm. Il y a un panel de lois depuis 69 qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui en fait petit à petit a intégré la nécessité de concerter. Ouais, Alors la concertation, la définition elle est super large. ouais, Ça va de la simple information à l'autogestion. L'autogestion, d'accord. c'est quand tout le monde gère ensemble. Tout le monde construit et tout le monde Ouais, fait donc en ça c'est sorte que ça ingérable. avance. Ouais. L'autogestion, ça n'existe pas. Ouais. Et donc en fait, tu as des gradations qui existent et qui permettent en fait de mettre un curseur pour poser en fait la décision que tu prends d'intégrer les gens ou pas. Ouais. Ça te nécessite en fait d'avoir des objectifs. C'est-à-dire que c'est comme un architecte. Un architecte, il ne sait pas travailler s'il n'a pas de contraintes. Mhm. Bah, une concertation, c'est pareil. Tu ne peux pas l'amener si tu n'as pas de contraintes. D'accord. C'est-à-dire que si tu dis aux gens, allez-y, réfléchissez, pensez, Et tu leur donnes. ouais, tu leur donnes aucune limite. Voilà, Le cadre c'est- en plus, ça part part, dans tous les sens. ça part en sucette, quoi. Forcément. Ok. Donc, pour revenir à la question que tu as posée, pourquoi il y a cet engouement sur cette concertation des boulevards à Bordeaux? Et est-ce que ça existait avant? Oui, ça existait avant. Et le projet urbain de la ville de Bordeaux, il s'est construit comme ça. D'accord. Or, ce qu'on a vu, puisque j'y ai participé moi de 2010 à 2014, ce qu'on a vu c'est qu'en fait les grands projets urbains ont été faits sur la base de concertation, du design thinking. Alors, Stylé. c'est stylé, ouais. Bon, c'est une méthode qui existe depuis 69-70, Ouais. donc on n'a rien inventé, c'est qu'on juste on le déplique à l'urbain. Ok, d'accord. Et ce qu'on voit en fait, si tu veux, c'est que quand on concerte un panel et puis je te passerai tout ce qui est conseil de quartier, etc., qui a été intégré dans la loi depuis 2015, c'est pas le sujet. Ouais. Mais si je prends l'exemple des bassins à flot, où on a concerté énormément, en fait, on avait des cycles de concertation et on avait 200 personnes. C'est pas mal, 200 Oui. personnes. Mais l'écueil qu'on avait, c'est qu'on avait toujours les mêmes, et c'était les habitants Ah, du oui. quartier.
les futurs habitants, Ils avaient même pas leur mot à dire, en fait. Ceux qui arrivaient, ils arrivaient et puis ils faisaient avec, quoi. mais de toute façon, on ne pouvait pas les identifier. Assez compliqué, parce que oui, tu sais jamais qui va déménager. Il faudrait contacter des gens qui ont cette info-là, mais pour le coup, il y en a pas qui existent Et, au sens concret, là. et pour une collectivité locale, pour la mise en place d'un projet urbain, ce qui est important, Mhm. c'est de savoir quel est ton peuplement futur. Parce que ça a des impacts sur les écoles, les crèches, les routes, Ouais. tous les services de la ville, tous. Les Et commerces qui sont en bas. Exactement. Exactement. Et à quelle échelle de temps, en fait, il faudrait être pour que ce soit vraiment pertinent, ce genre de À chaque d'information. échelle de temps, en fait. Donc sur les 6 prochains mois, sur les 2 prochaines années, Ouais. les 5 prochaines années. C'est-à-dire que sur les... en fait, il faut être sur chaque cycle en fait, de la construction de la ville. Ouais. Un projet urbain, ça se constitue en 15-20 ans. Ok. Un projet immobilier, ça se constitue en 3, 4, 5 ans. Mais la définition du besoin, elle se fait en 6-7 mois. Donc en fait, il faut être capable de pouvoir produire de la data, Ouais. de la donnée, On continue, quoi. on continue. Ouais, on continue sur tout ce qui se fait. Ouais. Et en Ouais. flux tendu. C'est là que c'est le plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut aller... En fait, il faut que ce soit de la concertation en permanence qui C'est soit faite exactement- avec de la remontée d'infos. C'est exactement en fait la conclusion de la thèse de Gersan, de ma Ouais, collaboratrice, je vois en fait, qui pose le postulat de dire en fait que la concertation elle est nécessaire pour définir les besoins, pour mettre l'usage au cœur du système. Mhm. Mais prenons un exemple. On prend, allez, on va prendre Euratlantique. C'est Ouais. qu'il y a deux grosses opérations. Il y a la ZAC Saint-Jean-Beltier et puis ce qu'on appelle la Garonne-Eiffel. D'accord. Bon, Ouais. ces plans guides-là ont été déterminés il y a à peu près 7-8 ans. D'accord, ok. Ils vont être réalisés sur 15 ans. Bon, en 22 ans, 25 ans, les usages, les habitudes, elles ont beaucoup le temps Ah bah d'évoluer. oui, clairement, ça peut changer du tout au Complètement. tout. Oui, du tout. Et Avec donc- la technologie, etc. Enfin, il y a plein de choses. Quoi. Il y a Ah, et plein puis tu de- vois, même juste sur la ville de Bordeaux, tu regardes la rive droite, en l'espace de quelques années, Ouais, c'est ça s'est métamorphosé, quoi. Et donc, en fait, on pose comme principe de base que la concertation elle est nécessaire et vraiment prioritaire Mhm. en cadre préalable, mais elle doit devenir en fait un outil de pilotage. Indispensable. Et qui est permanent, qui est là tout le temps et qui va aller driver en fait les évolutions des besoins et de tout ça, quoi. Et dans Ok. la Smart City, en fait, il y a deux notions qui sont intéressantes. Il y a le high-tech, donc le hard, et il y a le low-tech. Il y a vraiment deux notions. Mhm. Le hard-tech, c'est tout ce qui est structure, infra, hiérarchisation des données, pour pouvoir permettre de faire des quartiers qui soient plus vertueux, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup moins d'énergie. Ouais. Mais il y a également le low-tech, et le low-tech, il intègre l'usage. C'est-à-dire que ces quartiers-là, ils doivent être évolutifs. Quand tu dis low-tech, ça va jusqu'à... c'est quels exemples tu as de C'est-à-dire que low-tech? tu vas privilégier de l'économie circulaire. C'est-à-dire que D'accord. tu vas penser tes bâtiments réversibles. C'est-à-dire qu'un bâtiment, il a une durée de vie. Même si on ne s'en rend pas compte, il a une durée de vie, un bâtiment. Et donc, il doit être conçu de telle manière qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est du bureau, Mhm. demain ça peut être du logement. Ouais, pouvoir en gros changer l'usage du Exactement. bâtiment. Ok. Évolutif et adaptatif. C'est ça. Et alors, Bien c'est sûr. surtout donner la clé en fait aux habitants futurs Mhm. de pouvoir définir eux-mêmes ce que ça sera. Ouais, parce que les modes de vie auront changé. Et Bah, peut-être que c'est ça. ce quartier-là, cette rue-là, aura changé en fonction de, Ouais, c'est ça, de en plein fait, de facteurs. tu te Donc, retrouves, on et est- c'est pour ça que le volume capable à Bordeaux, ça c'est un truc que tu as Exactement. apporté, Ouais. c'est vraiment en fait de livrer des cubes. Alors, livrer des cubes, pourquoi? Alors, si on peut s'arrêter 2 minutes sur le volume Ouais, capable. ça je veux bien. Le volume capable, en fait, il vient d'une expérience sur Brazza où c'était la dernière, on va dire le dernier moment où on pouvait créer de l'habitat individuel à Bordeaux. D'accord. Et on a travaillé avec les personnes, on a fait un workshop avec des personnes qui avaient acheté des échoppes sur la rive droite notamment. Mhm. Et on les a réunis pendant 2 jours, on a travaillé avec eux pour comprendre en fait ce qui faisait l'identité, l'ADN des acquéreurs d'échoppes. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas la qualité de la pierre, c'est pas la qualité du bâti qui compte, c'est l'évolutivité Ouais. et c'est la capacité de pouvoir avoir une relation avec l'air et le ciel. Ouais, c'est Ça clair. paraît un peu Parce que bizarre, mais quand tu achètes une échoppe, en fait, aujourd'hui à Bordeaux, dans 95% des cas, tu la retapes et t'en refais quelque chose de nouveau. c'est ça. Donc du coup, ça paraît logique d'avoir des espaces qui s'adaptent. Et donc on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire dans le neuf? Et il y avait une deuxième dimension, c'était que l'augmentation des prix à Bordeaux, elle n'est pas neuve, elle date pas de 2017 ou 2018. Hein. Dès 2011, dès 2012, on avait déjà identifié cette tendance. Et il y a une forte politique du logement abordable à Bordeaux. Et on s'est dit, mais là, on a une super capacité de pouvoir proposer sur un quartier précis un nombre important de logements à prix abordable. Il faut savoir que le volume capable tel qu'il avait été pensé, c'était 2100 €
TTC du mètre carré. Ouais, donc tu es clairement en dessous des prix du marché actuel, quoi. Et la deuxième dimension du volume capable, on a fait le constat que les logements, les gens qui achetaient leur logement, ils restaient propriétaires de moins en moins longtemps. Alors effectivement, il y avait un effet d'aubaine financier. Oui, parce que les plus-values étaient acquises plus vite, on va dire. Tout à fait. Mais il y avait aussi une perte d'appropriation du logement. C'est-à-dire que tu achètes un logement à Rennes, à Bordeaux, à Montpellier, dans le neuf, c'est la même trame. Ouais, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'affect en fait qui rentre en compte. Exactement. Et dans les shops, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les gens qui faisaient des travaux, ils s'appropriaient leur logement avec leur manière de vivre et ils le faisaient en fonction de leurs besoins et de leur capacité financière. Ouais, et donc du coup tu te retrouves avec vraiment un lien qui est tissé avec le bien et donc du coup ils y restent plus longtemps. Exactement. Et du coup c'est là que tu peux aussi faire peut-être des volumes que ensuite tu pourras adapter puisque ce sera pas sur des périodes courtes donc du coup il n'y aura pas des rénovations à faire en permanence. Ouais. Tu vas faire ça sur des cycles de je sais pas 10-15 ans peut-être. Exactement. Donc ça marchera beaucoup mieux. Alors pour répondre à ta question Smart City logement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites là sur le logement aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des choses vraiment très révolutionnaires. Mais selon nous, la vraie dimension de l'intelligence du logement, c'est de comprendre en fait que le logement devient plus un support de vie plutôt qu'une finalité. Ouais. Et ça, aujourd'hui, en fait, on est en train de vraiment de basculer. Et surtout, les nouvelles générations sont en train de basculer. Ouais, c'est ça, enfin, tu reprends un peu la tendance qu'il y a sur les jobs, au final. Exact. Une personne qui travaille plus de 4 ans dans la même boîte, au final, elle va vouloir partir parce que on est dans une société qui est de plus en plus sur la consommation, sur de l'instant, Oui. et donc qui va vouloir changer en permanence. Donc pour le logement, c'est logique qu'on en arrive là aujourd'hui, au fait. Et puis surtout, tu as totalement raison, le logement, l'accès au logement, l'accès au parcours résidentiel est la première barrière à la mobilité professionnelle. Je m'étonne. Donc ça, il faut casser ça. Et ensuite, il y a quand même un constat qui est assez aberrant, c'est que le logement est le premier poste de dépense des Français. Et c'est de plus en plus le premier poste. C'est-à-dire qu'on parle de 33% pour l'endettement, mais il est extrêmement fréquent de voir que il y a des gens qui dépassent. Qui sont à 45-50%. Et donc, c'est pour ça que, oui, la Smart City, elle est assise sur du hard, sur de la techno, mais elle est aussi beaucoup assise sur l'usage aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut adapter vraiment les logements, quoi. Je te donne un dernier exemple. Ouais. On travaille, nous, sur Poitiers. On a une grosse étude urbaine pour la requalification du quartier de la gare de Poitiers. Et il y a un gros besoin en stationnement. Aujourd'hui, il y a un gros besoin en stationnement. Et les stationnements vont être proposés en réalisation sous forme de silos à étages. Et ces silos-là seront bâtis pour anticiper en fait le changement d'usage. C'est-à-dire que les étages seront construits à 3,20 m et non pas à 2,20 m. D'accord, pour anticiper peut-être des bureaux ou du logement. Ou même du logement, ouais. Oui. Après, il y aura peut-être quelques soucis au niveau isolation et structure ou pas. Après, c'est une isolation par l'extérieur, donc tout se fait techniquement. Ouais. Mais il faut le penser en fait. Ouais, il faut le penser comme départ, quoi. C'est un prévu. futur logement. Et c'est ça, ça permet de ne pas raser et refaire. Ouais, bah, c'est des gains, des gains économiques aussi. Bah, économiquement, ouais, je pense que... l'écologie aussi, enfin, de tout. Ouais, parce que la déconstruction, la démolition a un impact écologique extrêmement fort. Ouais, tu m'étonnes, c'est un peu galère. Et du coup, la transition est parfaite sur Where You Love, puisque du coup, on a parlé pas mal de quelle partie? La partie justement concertation en continu, aller anticiper ce que les gens cherchent. Et du coup, nous chez Where You Love, pour le coup, c'est ce qu'on fait. Elle était bien au courant de tout ça, puisqu'on travaille régulièrement sur pas mal de sujets. Et moi, la question que j'ai, c'est pourquoi aujourd'hui tu as choisi de beaucoup travailler comme ça avec nous sur ces sujets-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aller très loin? Et puis quelle vision toi tu as sur l'évolution de Where You Love vis-à-vis justement de cette Smart City et de tous ces besoins aujourd'hui qui sont évolutifs et qui doivent être dans l'air du temps et qui doivent s'adapter en fait à tout ce qui se fait? Alors, il y a beaucoup de questions. Tu peux prendre ton temps. Tu peux prendre Il y a ton beaucoup temps. de questions. Tu peux te décomposer, t'as le tableau, t'as tout, vas-y. Non, c'est bon. Pourquoi prioriser pourquoi travailler beaucoup avec vous? Parce que déjà, l'ADN de notre activité, il est basé sur le besoin client. Ça paraît un non-sens de dire qu'on redécouvre le besoin client et l'usage dans nos métiers immobiliers, mais c'est la vérité. Ouais. Ce métier immobilier, il a deux principaux défauts. Un, on n'a jamais parlé besoin client. Et deux, on n'est pas un métier d'innovation. Parce que, pour plein de raisons.
Ouais, parce que c'est compliqué aussi, c'est que t'es sur On est très normatif. et un métier peut-être un peu qui est en place depuis un moment, qui a peut-être une forme de complaisance par endroit sur Bah, certaines prises de décision où on va se dire ça marchait très bien comme ça, on n'a peut-être pas envie de se faire la violence justement de faire le changement ouais. de façon aussi abrupte. Tu vois, je donne des cours à la fac Ouais. sur une licence pro immobilière. Et l'une des premières mises en situation que je donne à mes étudiants, c'est je les divise en 3 groupes et je leur demande de me trouver des argumentaires produits sur 3 produits différents. Un smartphone, une bagnole électrique Et un appartement. et un appart. Et on compare les prix. Et on compare les argumentaires qu'ils trouvent en 10 minutes sur Internet. C'est hallucinant en fait le gap. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, tu peux trouver un argumentaire de dingue sur un iPhone 11. Tu peux trouver un argumentaire de malade sur une BMW i. Ouais. Et sur un appart, Eh ben, c'est compliqué. c'est super compliqué. Parce que en fait, pour ton argumentaire, ça va être le même argumentaire qu'il y a 5 ans, t'aurais ressorti. Parce qu'il évolue pas, en fait, il évolue pas assez vite. Parce qu'il évolue pas, parce qu'on ne met pas le mec en situation, l'acheteur ou le locataire en situation, Ouais. et puis parce qu'on surtout on se pose pas la question de ce qu'il veut. C'est-à-dire que C'est vrai que oui. Oui, quand t'as un iPhone dans les mains, tu sais que ça t'en as besoin, ça t'en a besoin, ça t'en a Exactement. besoin, et tu sais que la personne en a réellement besoin. parce que c'est Des des produits qui ont été immeubles, testés ouais. sur un panel de clients. Alors que sur un appart, vas-y, pour Parce qu'il y a de tester. parce il y a de la recherche et développement, parce qu'il y a des budgets Ouais. qui sont faits pour ça. Tu vois, l'immobilier, c'est la seule industrie de masse qui n'a pas mis en place ces systèmes-là. Mais même sur les publicités, on en reste toujours sur de la réclame. Ah C'est-à-dire oui, que ce sont on est des toujours panneaux c'est de la promotion. Pur et dur. purs et durs. Limite, tu Ouais. mets promo moins 60%, c'est ça. Et on est un métier archaïque, mais réellement archaïque. C'est-à-dire que, et c'est sans. Vous couperez peut-être au montage, j'en sais rien, mais Non. on peut Je faire vois tout ce pas qu'on veut, mais on fait toujours les travaux sur chantier, par exemple. Il n'y a pas d'automatisation. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Ça commence un peu avec les impressions 3D, non? Ouais, mais ça, les impressions 3D, tu es sur de la conception. Ah, c'est vraiment. On est encore à l'étape avant. Ouais, t'es pas sur Ok. de la réalisation. Tu vois, il y a très peu de choses qui sont faites en usine. Bah Extrêmement de choses, extrêmement peu de choses. Tout avait sur place directement. C'est-à-dire que tu as le maçon qui vient, tu as le plombier, et donc en fait, les méthodes ont pas hyper bougé. Et en fait, on suit des règlements. Ouais. Et Après, ça, c'est vrai que même technologiquement, c'est peut-être compliqué d'aller modifier ces habitudes-là. ben, je pense Il doit que y avoir des solutions, mais. je pense que c'est compliqué parce qu'on n'a pas mis les budgets de recherche et développement en C'est ça. place. Tu Ouais. vois. Et Encore en tout cas. il n'y a pas, je me souviens d'une réforme, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, qui était la RT 2005, la réglementation thermique 2005. Où là, on nous avait dit, oh là là, vous allez voir, vous allez faire des économies d'échelle, etc. Ça va être formidable. Moi, quand j'ai commencé à bosser en 2000, le coût de construction était à 1000 euros. Ouais. Aujourd'hui, il est à 1350. Du mètre? Ouais, il a pris 35% sur les qualités identiques. À cause des normes ou... À cause des normes, de plein de choses. Puis oui, il y a aussi sûrement un prix qui augmente. Alors, je réponds à ta question, pourquoi Very Love? Parce que nous, on met le besoin client au cœur de notre site, de notre activité, le besoin habitant, et c'est primordial pour nous, et pour nos deux activités. C'est-à-dire notre activité de développement immobilier, Mhm. mais nos activités de conseil aux collectivités locales. Where You Love, pour nous, il nous apporte une plus-value, d'une part sur l'anticipation des besoins, Mhm. je ne vais pas y revenir dessus, je viens de l'expliquer. Ouais. Vous nous apportez également une optimisation de notre bilan, ce qui est important. C'est-à-dire que quand on travaille avec vous, on sait que, on va avoir des clients qualifiés, Mhm. c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir constituer une base client pour atteindre nos ratios, et d'autre part, vu votre process, nous, ça nous fait économiser beaucoup d'argent, et que l'on impacte directement sur notre prix de vente, Ouais. pas sur notre marge. Ok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui nous intéresse aussi, et ce qui nous permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus précise et d'être un partenaire et non plus un opposant aux collectivités locales, c'est vos rapports prédictifs. Ouais. Parce que, et ça aussi sur les deux notions, promotion et conseil. Sur la promotion, on arrête en fait d'être dans une méthodologie où le promoteur arrive avec son produit formaté pour son réseau de distribution. Nous, on arrive avec vous, on a le rapport, et en fait, on se positionne en intermédiaire en fait, Ouais. entre des futurs habitants et un territoire. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, cet intermédiaire, il n'existe pas vraiment. Non. Enfin, même il n'existe pas du tout, au final. Non. Ouais, donc c'est un vrai souci. Ça permet aussi en fait de créer un vrai dialogue avec la collectivité locale. Parce que pour la première fois, peut-être,
à part dans les concertations, mais encore avec cette espèce de barrière d'avoir toujours les mêmes En même habitants. temps, ça paraît logique que sur une concertation, aujourd'hui, si la mairie de Bordeaux demande aux habitants, pour la concertation des boulevards, aux habitants de parler, c'est tous les habitants qui y sont déjà et qui ont l'habitude d'aller voir les boulevards qui vont donner leurs avis. Mm. Mais des personnes qui viennent de Paris ou autres, qui arrivent d'ici 2 ans, eux, ils n'auront pas leur mot à dire au final. Mais tu vois, je vais poser une question. Je fais vraiment, j'ouvre une parenthèse. Euh, les boulevards, qui sont les personnes qui sont plus impactées par les boulevards? Est-ce que ce sont les personnes qui y vivent? Ou est-ce que c'est les personnes qui utilisent les boulevards tous les jours et qui habitent à Asine? C'est vrai que ça, c'est une super question déjà. Parce que je suppose que ouais, le panel, en plus, il considère. Enfin, pour l'instant, je pense que la première cible, c'est les gens qui y habitent. Eh oui. Sauf qu'en fait, oui, c'est vrai que les boulevards, c'est surtout un axe passant. Avant d'être un axe Ouais, avant où habiter. Enfin, Moi, quand tu penses au boulevard, tu penses à un endroit où circuler. J'habite sur les boulevards. Enfin, Mhm. j'habite Barrière du Médoc. Ah oui, t'habites à une barrière. Apparemment, j'ai- il y a un gros débat entre les gens qui habitent sur les barrières et les gens qui habitent entre les barrières. Parce qu'entre les barrières, apparemment, c'est mort, il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. Par contre, sur les barrières, apparemment, c'est un peu plus Ah la oui, ville, oui. quoi. Niveau Ouais. commerce et tout, c'est ça que tu veux Ouais. dire. Il y a Ouais, Internet, bien il y sûr. a l'électricité, Ok, tout ok. ça, quoi. Ah oui, il n'y a pas les toilettes. C'est clair. Là où vous avez, vous, où on a en plus, nous, une carte à jouer sur le territoire, c'est cette question que je viens de poser, c'est-à-dire Ouais. les boulevards aujourd'hui, Qui allait voir, quoi. et qui allait voir en fait, quelle est l'échelle pertinente? Hmm. Sur Poitiers, on a répondu à cette question. Bah oui, parce que du coup, on a pu regarder qui passait par la gare, quoi. Qui passait par ce quartier-là. Exactement, et donc nous, ensemble, Mhm. puisque vous êtes notre prestataire, on va faire une concertation au premier semestre qui va être ouverte à l'ensemble des personnes qui utilisent la gare. Et on voit bien que c'est pas que les mecs de Poitiers. C'est des habitants de communes Ah, et puis à tu viens de 20, Paris, 25 tu viens km. de Bordeaux, Poitiers, c'est Exactement. pas loin, hein. Et donc, en fait, là où vous êtes aussi très pertinent dans notre développement commun, c'est que votre capacité à identifier et à toucher des personnes qu'on ne sait pas toucher en concertation classique, ben, permet d'ouvrir le spectre et d'être beaucoup plus fin sur l'analyse. Ouais, c'est ça. Là, tu peux anticiper des choses que tu n'aurais carrément pas vues Exactement. sur une concertation classique. Opportunité, vigilance sur les logements, Ouais, c'est ça? bah, du coup, on va revenir Ouais. sur ton métier jadis. Oui, toujours. Toujours un peu, Ah ouais, oui. Où tu as aidé quelqu'un que je connais sur justement, c'était une personne qui avait acheté Ouais. du neuf. Ouais. Et qui avait eu quelques déboires avec des infiltrations, il me semble, Ouais. ce genre de choses, des trucs pas cool. Du coup, comment est-ce que aujourd'hui, toi, tu vois ces avantages et ces inconvénients du neuf et comment, si jamais on se retrouve dans ce genre de situation, qu'est-ce qui nous couvre, qu'est-ce qui nous aide? Parce que c'est des choses dont on a parlé sur notre communication, mais je voudrais que tu apportes ton œil d'expert en fait sur la chose, quoi, vu que tu maîtrises pas Alors, mal. il y a- dans le neuf, en fait, il faut voir qu'il y a deux périodes. Mhm. Quand on prend possession de son logement, donc on a ce qu'on appelle la livraison, on a 12 mois pour pouvoir porter à connaissance du promoteur les problèmes qu'il y a. C'est ce qu'on appelle la période de parfait achèvement. Et dans cette période-là, en fait, c'est le promoteur qui est responsable, Ok. via l'architecte, mais c'est le promoteur qui reste responsable sur la Qui est première année. la garantie en fait. C'est lui qui est Exactement. garant de tout ce qui se passe. Ok. Néanmoins, il peut aussi contester les réserves ou les vices qu'il existe. Et si c'est des choses qui ont été évoquées par le promoteur dans le contrat, par exemple, là par contre c'est. Alors, si tu veux, quand tu prends possession de ton logement, Mhm, tu fais le tour de ton logement avec la personne qui s'occupe de la livraison. mhm. Et tu vas, en fait, en tant que propriétaire, tu es propriétaire définitif, tu vas faire le tour de tout ce que tu vois et tu vas mettre des réserves de livraison. C'est-à-dire que tu vas dire, je réceptionne mon bien Mais- sous réserve Ouais. que ça et ça et ça soit en prix. Et l'objectif d'un promoteur, c'est d'avoir 0 réserve à la livraison ou 0 réserve à 3 mois. Mhm. Parce que quand tu fais revenir des entreprises, c'est du temps, Ah oui, ça c'est de coûte cher. l'argent, Ouais. etc., etc. Sauf que les entreprises ne facturent pas parce que c'est dans leur marché. Bah, On te théoriquement, fait- c'est dans le. Ouais. on te fait croire que, mais c'est dans le marché. Et donc, sur cette première année-là, il faut être très vigilant quand tu es acquéreur de dire, ben, s'il y a moindre chose, en fait, tu le portes à connaissance. Passé la première année, tu tombes, en fait, le promoteur, lui, est C'est dédouané, fini. enfin, Ouais. c'est sous réserve, parce que si les réserves ne sont pas levées, Il y a un prolongement, je C'est suppose. compliqué. exactement. Ok. Tu as ensuite la garantie, en fait, des entreprises qui prend le relais. Donc des entreprises qui sont prestataires du coup là. Exactement. Des entreprises qui ont été choisies par le promoteur.
D'accord, donc tout ce qui est architecte. Architecte, gros œuvres, menuiserie, Ouais, tout peinture, carrelage, etc., etc. Généralement, en plus, les 90% des réserves, ce sont ce qu'on appelle des réserves d'esthétisme, pardon. D'accord. C'est des accros de peinture, c'est un accrochage sur un carreau. C'est pas fondamentalement sur la structure. Oui, parce que la structure, elle est là depuis un moment et puis elle a été vérifiée. Enfin, Oui, mais ça se voit pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une infiltration qui Oui, vient de tu la vas pas structure. pouvoir dire. Tu Là, la le verras longtemps balcon, je après. le sens pas. Je pense qu'il y a Bord de Nord, Ouais. ils en ont parlé. Mais personne n'a dit le balcon, je le sens pas. Et Non. pourtant, le balcon, quelques mois plus tard, il était Ouais, par c'est terre. vrai, ouais. Et donc, en fait, le premier réflexe à avoir quand on a un problème dans un logement neuf, c'est tout de suite dans la première année d'alerter le promoteur. On s'embête pas, il faut alerter, courrier recommandé. Il faut pas attendre, il faut faire un recommandé pour porter à connaissance. La deuxième période, qui s'ouvre après la période de parfait achèvement, là, c'est en direct avec les entreprises. Et normalement, c'est un peu un parcours du combattant, mais c'est comme ça. Ouais, parce que t'as pas de contact unique là. C'est à toi de te débrouiller, aller trouver quelle entreprise s'est occupée Alors, du truc. tu as, quand tu réceptionnes ton logement, T'as une liste. tu as une liste de toutes les entreprises. Oh, ok. Promoteur fourni. Et normalement, dans l'acte de VEFA, vente en l'état futur achèvement, il est annexé à chaque acte ce qu'on appelle la reliure notaire. D'accord. La reliure notaire, c'est tous les marchés qui ont été signés par le promoteur pour réaliser le projet Ok. et dans lesquels il y a les attestations d'assurance. Donc c'est pour ça D'accord. qu'il faut être vigilant en fait à cette période préalable. C'est dans ces documents-là. Quand on achète, on est content. Ça fait, tu réceptionnes ton logement, ça fait 24 mois ou 36 mois que tu attends ça. T'es là, t'es où? Trop bien. Allez, c'est Du bon. coup, tu fais pas gaffe. Quoi. Tu fais pas gaffe. Néanmoins maintenant, les promoteurs sont en train de développer quand même des plateformes dématérialisées où tu as toute cette reliure notaire et D'accord. tous tes actes en fait qui sont sur une plateforme dématérialisée. Donc il faut rester vigilant là-dessus pour pouvoir bien checker. Ouais, mais tu m'étonnes. Après, c'est un certain avantage. C'est-à-dire quand même, si tu achètes dans le neuf, dans l'ancien, pardon, t'as pas cette garantie. Ah bah non, là, oui. Donc t'as quand Parce même que si le carrelage il a été mal fait dans un truc ancien, t'as pas le contact du carreleur Non. comme ça. Quoi. Et puis t'as quand même pas mal d'assurance, c'est-à-dire que tu peux te retourner contre le maître d'œuvre, contre l'architecte, ou le maître d'œuvre, attention, le maître d'œuvre n'est pas forcément architecte. Tu peux te retourner pendant 9 ans vers le groupement et les entreprises, quand tu es tout seul dans l'ancien. Au bout de 6 ans, le type il a certainement fait faillite, il a certainement Là, dans changé. le neuf, j'ai vu un truc justement rive droite où il y a eu des très grosses malfaçons. Ouais. Et c'était au-dessus de 12 mois du coup, donc c'était passé. Et quand ils ont voulu se retourner vers la boîte de TP qui avait fait le gros œuvre, la boîte avait fait faillite. Donc du coup, là tu te retrouves... Ouais, c'est rien, t'as aucun moyen de te retourner. Alors là, normalement si. Normalement il y a quand même quelque chose Normalement, qui peut te sauver. En fait, une entreprise de bâtiment, elle a une assurance, une décennale, qui est produite par une société d'assurance. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait que le promoteur a aussi un rôle à jouer, c'est qu'il doit contrôler en fait les garanties. C'est-à-dire qu'il doit voir que en fait, même si la société fait faillite, la compagnie d'assurance qui a contractualisé au moment du chantier, elle garantit elle-même, même en cas de défaillance de l'entreprise. Ok. Pour pouvoir dédommager. Mais là, on rentre dans des Là systèmes. tu rentres dans du truc un peu je me doute compliqué. que- Ouais. ouais. Néanmoins, ça existe. D'accord. Ouais, donc c'est... C'est censé être couvert pendant 10 ans dans tous les cas. Ouais, complètement. Et le promoteur doit être le garant de tout ça en fait. Donc c'est pour ça que le promoteur, on le voit par moments comme un vilain petit canard. En revanche, il a quand même du boulot de. Il y a énormément de responsabilités. Et quoi. ouais, donc c'est lui qui est le chapeau de tout ça, quoi, hein, qui fait tenir le. Ouais. Donc outre l'ensemble. vendre ses biens, lui, il prend toute la responsabilité sur les 10 prochaines années de ce qui va se passer. Quoi. En tout cas, il est le garant. Ouais. Il n'est pas responsable, mais il est garant. D'accord. C'est-à-dire que lui, il est responsable de la livraison d'un bien tel que décrit dans une notice descriptive Mhm. qui est annexée à l'acte de vente dans l'état futur achèvement. Lui, s'il prouve sa bonne foi, qu'il a fait tout ce qu'il fallait et que les entreprises sont défaillantes, un promoteur n'est pas Oui, il n'est pas homme mis de en... l'art. Ouais, c'est ça. Il n'est pas, Il mis délègue. il est pas mis en cause. Non. Ok. Eh ben ouais, c'est compliqué. Du coup, vous pouvez tous appeler Fabien si vous avez des soucis dans le neuf. J'ai mon numéro qui s'affiche. Ouais, le numéro s'affiche dans la description. Non, mais ouais, bah, merci Merci à vous. pour toutes ces infos.